Berlin. Le nom lui-même évoque de nombreuses images. C'est une ville qui a vécu des extrêmes. Elle a connu des moments de créativité incroyables et des périodes sombres de destruction. Située au cœur de la plaine d'Europe du Nord, Berlin est la capitale de l'Allemagne. Elle se trouve sur les rives du Spree et du Havel. Cet emplacement a toujours été important. Il a fait de la ville un carrefour pour le commerce et les idées pendant des siècles. Aujourd'hui, c'est une métropole vibrante. Un centre pour la politique, un centre pour la culture, un centre pour la science. Mais sous la surface de cette ville moderne se cache une histoire complexe et souvent tumultueuse. Ce n'est pas n'importe quelle ville. L'histoire n'est pas confinée aux musées ou aux livres. Elle est écrite dans les rues et les bâtiments. Vous pouvez sentir le poids du passé en vous promenant dans ces quartiers. De la grandeur des palais prussiens aux cicatrices de la Seconde Guerre mondiale. Berlin a été la capitale du Royaume de Prusse, de l'Empire allemand, de la République de Weimar et du Troisième Reich. C'était une ville divisée par un mur, un symbole de la guerre froide. La chute de ce mur, en 1989, a été un moment de joie et d'espoir immense. L'histoire de Berlin est celle de la division et de la réunification, du désespoir et de la résilience. C'est l'histoire d'une ville qui s'est constamment réinventée. Notre voyage aujourd'hui explorera cette histoire incroyable. Nous verrons comment le passé de Berlin a façonné son présent. Ce n'est pas seulement une visite des monuments célèbres, c'est une exploration de l'âme d'une ville. Nous examinerons comment les événements historiques ont laissé leur marque sur le paysage physique et sur l'esprit de ses habitants. Pourquoi cette ville fascine-t-elle tant de gens? La réponse réside dans ses couches d'histoire. Chaque époque a laissé une empreinte distincte, créant une riche tapisserie qui attend d'être explorée et comprise. Pour vraiment saisir l'essence de Berlin, nous allons nous lancer dans un voyage d'un genre particulier. Nous l'appellerons un chronotour. Ce n'est pas une visite typique de la ville qui se contente de montrer des bâtiments célèbres. Au lieu de cela, nous voyagerons à travers le temps. Nous suivrons l'histoire de la ville dans l'ordre chronologique. Cette approche nous permet de voir comment un événement a mené à un autre. Elle nous aide à comprendre les causes et les conséquences qui ont façonné Berlin. Nous commencerons au tout début, avec ses humbles origines médiévales, et voyagerons jusqu'à la ville vibrante et unifiée que nous voyons aujourd'hui. La fondation, la croissance, les guerres, la République de Weimar, la division et la réunification, tous façonnent le visage de Berlin aujourd'hui. Nous voulons comprendre comment l'histoire peut être lue dans le paysage d'une ville. Berlin est comme un livre d'histoire vivant. Impact de balles sur la façade d'un bâtiment, le tracé de l'ancien mur marqué sur le trottoir, un grand palais à côté d'un gratte-ciel moderne. En apprenant à lire ces signes, nous pouvons nous connecter au passé d'une manière très directe et personnelle. Cela transforme une simple promenade dans la ville en une expérience de découverte profonde et significative. Notre chronotour de Berlin ne commence pas dans une grande ville, mais dans un paysage marécageux et sans histoire. Au XIIe siècle, la zone qui est aujourd'hui le centre de Berlin était une vallée fluviale marécageuse, le long de la Spree. C'était une région frontalière peu peuplée, habitée par des tribus slaves. Les premiers colons allemands, menés par Albert l'Ours, le premier margrave de Brandebourg, ont commencé à s'y établir vers 1157. Ils étaient attirés par l'emplacement stratégique, à un point de passage de la rivière. La ville de Berlin n'est pas née comme une entité unique. Elle a commencé comme deux colonies distinctes. Sur la rive ouest de la Spree, la ville de Köln a été fondée, mentionnée pour la première fois en 1237. Juste de l'autre côté de la rivière. La ville de Berlin a émergé, avec sa première mention enregistrée en 1244. Ces villes jumelles étaient principalement axées sur le commerce. Leur emplacement sur la rivière et à l'intersection d'importantes routes commerciales leur a permis de prospérer. Elles passèrent lentement de petits villages à des villes marchandes animées, dont le cœur est encore aujourd'hui le Nikolaï-Viertel, ou quartier Saint-Nicolas. En 1307, les deux villes formèrent une union pour défendre leurs droits et privilèges, créant une ville double avec un hôtel de ville partagé. La vie dans le Berlin médiéval était typique de l'époque. Artisans, marchands, clercs. L'église était le centre de la vie spirituelle et sociale. Les rues étaient étroites, non pavées et bondées. Le risque omniprésent d'incendies et d'inondations façonnait l'existence quotidienne. C'était bien loin de la métropole tentaculaire d'aujourd'hui, jetant lentement mais sûrement les fondations de la grande ville qui était destinée à surgir des sables et des marais du Brandebourg. La destinée de Berlin prend un tournant décisif au XVe siècle avec l'arrivée d'une puissante dynastie, les Hohenzollern. En 1415, l'empereur Sigismond nomme Frédéric Ier de la maison de Hohenzollern margrave et électeur de Brandebourg.
Cette famille régnera sur la région pendant 500 ans, transformant Berlin, d'une ville commerciale provinciale, en le cœur d'une puissance européenne majeure. Dans les années 1440, l'électeur Frédéric II, surnommé « Dent de fer », décide de construire une nouvelle résidence, le Stadtschloss ou palais de la ville, sur l'île de la Spree, en plein cœur de Köln. Les citoyens résistent, mais leur rébellion est finalement écrasée. Cette défaite marque la fin de l'indépendance civique de Berlin et le début de son nouveau rôle de résidence royale. Frédéric Guillaume, le grand électeur, qui règne de 1640 à 1688, jette les bases de la future grandeur de la Prusse. Il accueille des milliers de réfugiés huguenots de France, dont les compétences et les connaissances revitalisent l'économie et la culture de la ville. En 1740, Frédéric le Grand accède au trône. Contrairement à son père, Frédéric est un homme des Lumières. Il voit Berlin comme plus qu'un centre militaire ou administratif. Une capitale culturelle, une nouvelle Athènes sur la Spree. Sous son patronage, une terre den Linden est aménagée. Opéra d'État, cathédrale Sainte-Hedwige, bibliothèque royale, palais du prince Henri, aujourd'hui université Humboldt. Il forme le Forum Fridericianum. Frédéric favorise une relative liberté intellectuelle. L'Académie royale des sciences de Prusse est revitalisée. Débats philosophiques, recherche scientifique, créativité artistique. La société reste autocratique et militariste. Double caractère, ville de garnison et centre de haute culture. Un lieu d'ordre strict qui nourrit la libre pensée. Un paradoxe qui définit l'identité de Berlin pour les générations à venir. Les guerres napoléoniennes, au début du siècle, ont été un choc brutal. En 1806, Napoléon vainc les Prussiens, marchant triomphalement à travers la porte de Brandebourg. Cette humiliation a déclenché une période de profondes réformes. La fondation de l'Université de Berlin, en 1810, devint un élément clé du renouveau intellectuel. Après la défaite de Napoléon, la révolution industrielle arriva. Berlin devint un pôle d'industrie et de technologie. Le développement du réseau ferroviaire dans les années 1830 et 1840 fut crucial. Des géants de l'industrie comme Borsig et Siemens ont installé leurs usines. Ce boom entraîna une explosion démographique stupéfiante. En 1900, elle approchait les 2 millions. Pour loger la nouvelle classe ouvrière, on construisit de vastes Mietskasernen, souvent sombres, mal ventilés. Ces immeubles créèrent des conditions de vie misérables, contrastant fortement avec les villas opulentes des propriétaires. En 1871, l'Empire allemand fut proclamé dans la Galerie des Glaces de Versailles, et Berlin fut officiellement désignée capitale de l'Allemagne nouvellement unifiée. La ville devait être transformée en une métropole impériale. Le plus important fut le Reichstag, achevé en 1894 avec l'inscription Dem Deutschen Volke. La période, dite Gründerzeit, fut caractérisée par un style architectural grandiose, l'achèvement de l'îlot musée, la construction de la cathédrale de Berlin. Berlin était un leader mondial en sciences et en technologie, abritant Max Planck et Albert Einstein. Mais ce dynamisme coexistait avec une culture officielle rigide. Cela créa une tension entre l'avant-garde et l'establishment. Sous la surface, de profondes fissures sociales et politiques s'élargissaient. La ville était un foyer du SPD. Les grèves et manifestations devinrent monnaie courante. Dans les années précédant 1914, Berlin était au sommet de sa puissance, mais sans savoir, au bord du désastre. Le Kurfürstendamm était devenu un boulevard luxueux, bordé de grands magasins comme le célèbre Kaufhaus des Westens, KaDeWe. Cependant, cette vie moderne n'était pas la réalité pour tout le monde. La façade scintillante du Berlin impérial dissimulait une société profondément divisée. En août, alors que l'Allemagne déclarait la guerre, une vague de ferveur patriotique a balayé la ville. On croyait largement que la guerre serait courte et victorieuse. L'euphorie guerrière initiale s'est rapidement évaporée. De retour dans la capitale, la vie est devenue de plus en plus difficile. L'hiver des navets, tristement célèbre, de 1916 à 1917. La population subsistait grâce aux légumes racines. 9 novembre 1918. La révolution atteint Berlin. Foule dans les rues. L'empereur Guillaume II contraint d'abdiquer. 2 proclamations depuis 2 balcons le même après-midi. Les proclamations symbolisent la division politique. Après-guerre, troubles et violences intenses à Berlin. Janvier 1919. Le soulèvement spartakiste tente de renverser le gouvernement. Liebknecht et Luxembourg sont capturés et assassinés.
L'épisode laisse une cicatrice profonde sur la gauche allemande. Il montre la fragilité et la violence de la naissance de la République de Weimar. De 1924 à 1929, les années folles, Berlin explose de vie. Capitale culturelle de l'Europe. Laboratoire d'idées nouvelles en art, architecture, cinéma, musique, littérature. La nouvelle femme, cheveux courts, elle travaillait dans un bureau et jouissait d'un nouvel niveau d'indépendance sociale et économique. L'atmosphère vibrante, libre et créative du Berlin de Weimar était brillante mais fragile. Un moment éphémère de lumière et de liberté avant que l'obscurité de la décennie suivante ne s'abatte sur la ville. L'âge d'or du Berlin de Weimar a pris fin avec le krach de Wall Street de 1929. Le chômage a explosé. En 1932, un Berlinois sur 3 était sans emploi. Cet effondrement économique a créé un terreau fertile pour l'extrémisme politique. Les rues de Berlin sont redevenues un champ de bataille. Le parti nazi, dirigé par Adolf Hitler, a habilement exploité la colère, la peur et le ressentiment généralisé. La fin de la démocratie allemande a été scellée le 30 janvier 1933. Le président Paul von Hindenburg a nommé Adolf Hitler chancelier de l'Allemagne. Ce soir-là, des milliers de chemises brunes ont organisé un défilé massif aux flambeaux à travers la porte de Brandebourg, célébrant leur victoire. L'incendie du Reichstag en février 1933 a servi de prétexte pour suspendre les libertés civiles et arrêter les opposants politiques. Le 10 mai 1933, sur la Bebelplatz, des étudiants et professeurs nazis ont brûlé plus de 20 000 livres. La persécution de la grande population juive assimilée s'est intensifiée. La terreur a culminé avec le pogrom du 9 au 10 novembre 1938. Kristallnacht. Des synagogues ont été incendiées. À mesure que la guerre tournait au désavantage de l'Allemagne, le conflit est arrivé dans la capitale avec une force terrifiante. Les raids ont transformé de vastes zones de Berlin en une mer de flammes. À la fin de la guerre, plus d'un tiers des bâtiments de Berlin avaient été détruits. Dans les quartiers centraux, ce chiffre dépassait 75%. L'acte final, avril 1945, la bataille de Berlin. L'armée rouge soviétique lança son assaut final. Hitler ordonna la défense jusqu'au dernier homme, déployant une armée hétéroclite, vieillards, garçons des jeunesses hitlériennes. Le 30 avril 1945, Adolf Hitler se suicida dans son bunker. Quelques jours plus tard, le 2 mai 1945, la garnison restante se rendit. Mais Berlin était en ruine absolue. La capitulation de Berlin en mai 1945 a marqué ce que les Allemands appellent la Stunde Null, ou l'heure zéro. Les Trümmerfrauen, ou femmes des ruines, sont devenues un symbole de cette époque, alors qu'elles entreprenaient la tâche monumentale de déblayer les débris. Berlin a également été divisée en 4 secteurs. L'Union soviétique contrôlait le plus grand secteur à l'est. La partie ouest de la ville était partagée entre les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. Un conseil de contrôle allié, la Kommandatura, a été créé pour gouverner conjointement la ville. Dans une tentative de forcer les alliés occidentaux à quitter la ville, l'Union soviétique a imposé un blocus à tous les accès ferroviaires, routiers et fluviaux aux secteurs occidentaux de Berlin. La réponse occidentale a été le pont aérien de Berlin, un exploit logistique stupéfiant, qui a vu des avions américains et britanniques acheminer des fournitures dans la ville 24 heures sur 24 pendant près d'1 an. Il a empêché Berlin-Ouest d'être absorbé par les soviétiques et a cimenté le statut de la ville en tant que symbole de la détermination occidentale. Au début des années 60, Berlin était devenu un trou béant dans le rideau de fer. Entre 1949 et 1961, près de 3 millions de personnes ont échappé par cette brèche. Aux premières heures du dimanche 13 août 1961, les Berlinois se sont réveillés dans une ville en état de siège. On commençait à dérouler des kilomètres de fils de fer barbelés. Du jour au lendemain, la ville a été violemment déchirée en 2. Les familles ont été séparées. Tentative désespérée de traverser, des gens ont sauté des fenêtres d'appartements. Bernauer Straße. Le fil de fer barbelé n'était que le début. La RDA a commencé à construire un mur de béton solide, renforcé avec miradors, chiens de garde. La tristement célèbre bande de la mort. Une zone large et éclairée. Le plus célèbre, Checkpoint Charlie. L'impasse tendue des chars en octobre 1961. Peter Fechter, 1962.
abattu et laissé pour mort dans la bande de la mort, visible des médias occidentaux. La porte de Brandebourg, isolée dans un no man's land, est devenue une icône de division. En 1985, un nouveau leader plus jeune, Mikhaïl Gorbatchev, est arrivé au pouvoir. Monsieur Gorbatchev, ouvrez cette porte. Monsieur Gorbatchev, abattez ce mur. À l'été 1989, la Hongrie a décidé d'ouvrir sa frontière avec l'Autriche. Le mur de Berlin était effectivement contourné. En Allemagne de l'Est même, une révolution pacifique prenait forme. Wir sind das Volk, nous sommes le peuple, un fonctionnaire, Günther Schabowski, a été chargé d'annoncer les nouvelles réglementations. Il a bégayé de manière célèbre. Autant que je sache. Immédiatement, sans délai. Incrédules, mais pleins d'espoir, des milliers de Berlinois de l'Est ont commencé à affluer vers les postes de contrôle le long du mur. Finalement, peu avant minuit, l'officier commandant à Bornholmer-Strasse a pris la décision historique. Ouvrez la barrière. Ce qui a suivi fut une scène de joie pure et inaltérée. Des étrangers se serrèrent dans les bras, unis dans un moment d'euphorie historique. Cette nuit-là, le mur est devenu la plus grande fête de rue du monde. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, le mur a été physiquement démantelé par des gens ordinaires, connus sous le nom de Mauerspecht. La chute du mur de Berlin n'était pas seulement la fin d'une ville divisée, c'était la fin symbolique de la guerre froide. Aujourd'hui, Berlin n'est pas une ville qui cache son passé. Le tracé de l'ancien mur de Berlin est marqué par une double rangée de pavés, un rappel subtil mais constant de la division. Le Reichstag, restauré avec un dôme en verre moderne par Norman Foster. Les citoyens peuvent observer le Parlement au travail, symbole de transparence. Direction East Side Gallery, une section de 1,3 km transformée en la plus grande galerie à ciel ouvert. Oppression transformée en espoir. Le mémorial aux Juifs assassinés d'Europe. Un vaste champ de 2711 stèles de béton, troublant et puissant. S'il y a une leçon centrale à tirer de notre chronotour de Berlin, c'est bien l'importance profonde de la mémoire. Cet engagement envers la Vergangenheitsbewältigung, la lutte pour faire face au passé. Il s'agit d'apprendre et de construire un avenir meilleur. L'histoire de Berlin démontre que même les divisions les plus profondes peuvent être surmontées et que la réconciliation est possible. Nous voici arrivés au terme de notre chronovisite à travers l'incroyable histoire de Berlin. Mais ce voyage n'est qu'un début. Il y a d'innombrables autres histoires à raconter. Nous vous invitons à poursuivre ce voyage avec nous. Si vous avez apprécié cette visite de Berlin, la meilleure façon de le faire est de vous abonner. Cliquez sur ce bouton d'abonnement et activez les notifications. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous faire savoir ce que vous avez pensé de l'histoire de Berlin ou quelle ville vous aimeriez que nous visitions ensuite. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Jusqu'à notre prochain voyage dans le passé, au revoir et à bientôt.